Dans un conducteur électrique, un deuxième phénomène va apparaître, qui est un phénomène de transport de charge électrique. Une loi expérimentale va relier en fait la différence de potentiel aux bornes du conducteur électrique à l'intensité de courant électrique, c'est-à-dire au nombre de charges qui circulent par seconde à l'intérieur de ce conducteur. Le mécanisme de transport de charge est relativement complexe, mais expérimentalement, on constate que l'intensité de courant qui circule est une constante et qu'elle est reliée à la différence de potentiel électrique entre les bornes A et les bornes B par une relation linéaire. Le coefficient entre cette relation, grand R, s'appelle la résistance électrique de ce conducteur. Cette loi expérimentale s'appelle la loi d'Ohm et la résistance électrique R est mesurée en ohms. Le courant électrique I circule conventionnellement du potentiel le plus élevé vers le potentiel le plus bas, alors que l'on sait évidemment que les électrons vont se déplacer de la borne négative à la borne positive. Par définition, nous savons que l'énergie est la charge multipliée par la différence de potentiel. Chaque seconde, une charge Q passe donc du potentiel plus au potentiel moins. Il y a donc une puissance qui doit être dissipée puisque cette énergie n'est pas donnée aux particules puisque le courant est constant. Donc, lorsqu'un courant I constant circule du potentiel A au potentiel B, la puissance dissipée est le courant I multiplié par la différence de potentiel. Cela s'appelle l'effet Joule et cette puissance, bien sûr, est mesurée en watts. Cette puissance est essentiellement dissipée sous forme de chaleur. Pour un fil de longueur L et de section S, la résistance va être reliée à la longueur et à la section par la relation dite la relation de Pouillet. La résistance électrique R est égale à la longueur du fil divisée par sa section, multipliée par un coefficient ρ qui est la résistivité électrique du conducteur. Le phénomène de conduction électrique s'apparente assez bien au pendule de Newton. Une charge rentrant dans le conducteur expulse une charge sortant du conducteur. La résistivité électrique ρ s'exprime en ohms mètre et voici quelques valeurs pour l'argent, le cuivre, l'or et l'aluminium. À côté de la technique du frottement qui permet de créer des charges électriques, une autre technique utilise les réactions d'oxydoréduction. Cette technique a permis de fabriquer ce qu'on appelle une batterie, découverte par Alessandro Volta. Pour représenter cette batterie, on utilisera un symbole universellement utilisé qui consiste à dessiner deux barres parallèles, une grande et une petite. La grande est considérée comme le potentiel positif et la petite étant considérée comme le potentiel négatif. Une batterie, fondamentalement, utilise, comme je l'ai dit, des propriétés d'oxydoréduction que vous étudiez dans votre cours de chimie. On met en présence deux éléments qui ont des potentiels oxydoréduction différents. Le premier donnant des électrons, le deuxième recevant des électrons. En lisant les informations écrites sur les batteries vendues dans le commerce, on peut facilement déterminer la physique sous-jacente à ce phénomène. Par exemple, une batterie alcaline présente les informations suivantes: 9 volts de différence de potentiel et 450 mA/h. Les 9 volts indiquent la différence de potentiel évidemment, et les 450 mA/h indiquent simplement la charge totale que cette batterie peut fournir. En effet, 450 mA multiplié par 3600 secondes est égal à 1620 coulombs. Cette batterie ne peut donner que 1620 coulombs. Comme ces 1620 coulombs sont fournis sous une différence de potentiel de 9 volts, l'énergie maximale fournie par cette batterie est de 14 580 joules. Ces 1620 coulombs sont évidemment donnés via des électrons et on peut calculer que ces 1620 coulombs correspondent à 10 exposant 22 électrons, ce qui correspond à 0,017 mol d'électrons. Lorsqu'on associe des résistances, on peut facilement calculer la résistance globale de ces résistances connectées l'une à l'autre.
Par exemple, réalisons le circuit suivant. On prend une batterie, on connecte la borne positive à la résistance R1, on connecte la résistance R1 à la résistance R2 et on connecte cette résistance R2 à la borne négative de la batterie. Essayons de déterminer la résistance totale de ce circuit. Un courant électrique I circule dans ce circuit. Ce courant I traverse R1, le même courant I traverse R2 puisque les charges ne se perdent pas, ne disparaissent pas et ne sont pas créées. Et ce courant I traverse la batterie. Appelons VA le potentiel de la borne positive de la batterie. Ce potentiel VA est le même sur toute la ligne jusqu'à la résistance R1. Cette ligne-là, que l'on représente, n'a pas de résistance, c'est-à-dire que le potentiel y est constant. Appelons VB le potentiel après la résistance R1 et VC le potentiel de la borne négative de la batterie. Utilisons la loi d'Ohm, donc la différence de potentiel VA moins VB et l'intensité de courant I multipliée par la résistance R1. De même, VB moins VC est égal à I fois la résistance R2. Additionnons ces deux équations et nous avons donc que la différence de potentiel VA moins VC est égale à l'intensité de courant fois R1 plus R2. Cette équation nous dit donc que deux résistances en série, l'une derrière l'autre, sont équivalentes à une seule résistance R qui est la somme des deux résistances. Réalisons un autre circuit où j'installe deux résistances, mais cette fois-ci en parallèle. Il y a un courant I qui traverse la batterie. Arrivé à l'embranchement, on a ce qu'on appelle un nœud, et un courant I1 va traverser la résistance R1, un courant I2 va traverser la résistance R2. On arrive de nouveau à un croisement, à un nœud, où on récupère l'intensité I totale. Appelons VA le potentiel de la borne positive de la batterie et VB le potentiel de la borne négative de la batterie. La première équation évidente, c'est que la somme des intensités I1 plus I2 doit être égale à I, puisque de nouveau, on ne crée pas et on ne détruit pas de charge électrique. La loi d'Ohm nous dit que I1 est égal à VA moins VB sur R1, et que I2 égale VA moins VB sur R2, et que la somme des deux fait I. Cette intensité I est égale à VA moins VB divisé par la résistance R équivalente à ces deux résistances en parallèle. On en déduit donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à 1 sur la résistance équivalente 1 sur R. On peut ainsi résoudre toute une série de circuits électriques. En voici un exemple avec deux batteries, une de 5 volts et une de 10 volts. Une résistance d'un ohm qui est en série avec deux résistances de 4 et 2 ohms mises en parallèle, qui sont à nouveau mises en série avec une résistance de 5 ohms et de 10 ohms. La première chose à faire est de nommer tous les potentiels électriques qui apparaissent dans ce circuit. Chaque fois que nous avons un objet, que ce soit une résistance ou une batterie, on change de potentiel électrique. Donc j'appelle A le potentiel électrique à la borne positive de 5 volts, et puis je nomme les autres B, C, D, E et F. Ensuite, je nomme tous les courants qui circulent dans ce circuit. Appelons I le courant qui circule entre A et B. J'arrive à un nœud, donc I1 passe dans la résistance de 2 ohms, I2 passe dans la résistance de 4 ohms. Ils se rejoignent en C, et donc là encore, on retrouve le courant I. Le but est de déterminer les trois courants I, I1 et I2. Pour ce faire, nous allons d'abord définir ce qu'on appelle des circuits. On va partir d'un potentiel et revenir à ce potentiel. Par exemple, un circuit possible est de partir de A et de revenir en A en passant par différents potentiels. Je vais de A à B, puis de B à C en passant par la résistance de 2 ohms, puis de C à D, de D à E, de E à F et de F à A à nouveau. Ensuite, j'exprime la différence de potentiel entre deux points en fonction des objets qui se trouvent entre ces deux points. Entre A et B, j'ai une résistance de 1 ohm avec un courant I, donc VA moins VB égale I fois 1. Entre B et C, j'ai la résistance de 2 ohms, donc 2 fois I1. Entre C et D, j'ai une batterie, je vais dans le mauvais sens, donc j'ai moins 10 volts,
et je continue ainsi. Depuis le début, je sais que j'ai trois inconnus, il me faut trois équations. Chaque circuit ne donnera qu'une équation. J'ai un circuit, donc j'ai une seule équation. J'ai donc besoin d'un deuxième circuit. Partons par exemple de B vers C et revenons de C vers B. Ce circuit me dit que VB moins VC c'est 4 fois I2 et que VC moins VB, puisque nous allons dans le sens opposé de I1, c'est moins 2I1. Il n'y a pas d'autre circuit possible, nous avons donc deux équations. Après les circuits, on doit s'attaquer aux nœuds. Ici, il y a un seul nœud, cela va me donner une troisième équation. En ce nœud, on peut affirmer que I est égal à I1 plus I2. Dans le premier circuit, je suis parti de A et je suis revenu à A. Si j'additionne tous les éléments de gauche, j'obtiens donc 0 est égal à l'addition de tous les éléments de droite. J'obtiens donc moins 15 plus 16i plus 2i1 égale 0. Dans le deuxième circuit, je suis parti de B pour aller vers C et revenir vers B. Si j'additionne les éléments de gauche, ça fait 0. Cela me donne que moins 2i1 plus 4i2 égale 0. Et le nœud me disait que I égale I1 plus I2. J'ai donc bien trois équations pour mes trois inconnus. Trois équations à trois inconnus, j'utilise l'algèbre pour pouvoir déterminer le courant I, le courant I1 et le courant I2. Essayons de résoudre un circuit dans lequel se trouve un condensateur et une résistance. Prenons donc une résistance R que l'on met en série avec un condensateur qui lui-même est mis en série avec une batterie. J'ai donc le pôle positif de la batterie, le pôle négatif. J'ai trois objets, donc trois potentiels, le potentiel VA, VB et VC. Il n'y a pas de nœud dans ce circuit, je choisis donc arbitrairement le sens du courant I. Il y a un seul circuit possible, je vais partir de A et revenir vers A. La différence de potentiel entre A et B est simplement I fois R, j'applique la loi d'Ohm. Quelle est maintenant la différence de potentiel entre B et C? J'ai entre B et C un condensateur, je dois donc choisir arbitrairement, encore une fois, où se trouve la charge positive et la charge négative. Je choisis donc arbitrairement la charge positive à gauche et la charge négative à droite. Puisque j'ai choisi la charge positive à gauche, la différence de potentiel entre B et C est simplement Q sur C. Je vais donc revenir au point A, la différence de potentiel entre C et A. J'ai là la batterie, je vais dans le sens opposé et donc VC moins VA est égal à moins V. Comme pour n'importe quel circuit, j'additionne les trois différences de potentiel et cela doit faire 0. Donc I fois R plus Q sur C moins V égale 0. Quel est maintenant le lien entre le courant I et la charge Q? J'ai pris un courant I qui va vers la charge positive du condensateur. Donc si I est positif, la charge Q augmente. Donc la dérivée de Q par rapport au temps est égale à I. J'obtiens donc l'équation finale qui dit que la résistance fois la dérivée de la charge par rapport au temps plus la charge divisée par la capacité du condensateur moins V égale 0. Cette équation est ce qu'on appelle une équation différentielle, puisque l'inconnu Q apparaît aussi bien dans le terme Q sur C qu'avec sa dérivée dans le terme R fois la dérivée de Q par rapport au temps. On peut montrer au cours de mathématiques que la solution de cette équation est la charge Q à l'instant T est égale au potentiel de la batterie V fois la capacité C fois 1 moins l'exponentielle de moins T sur RC. La différence de potentiel entre B et C est donc simplement Q sur C, et le courant I est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc le courant I dans ce circuit dépend du temps et décroît exponentiellement, c'est-à-dire qu'il va s'annuler petit à petit. Si on représente graphiquement l'évolution de la charge aux bornes du condensateur, on voit qu'il y a une croissance exponentielle et quand t tend vers l'infini, la charge tend vers V fois C, le condensateur est chargé. De même, le courant I décroît exponentiellement.
Dans l'exponentielle, on voit apparaître le terme R fois C. Dans l'expression l'exponentielle de moins t divisé par R fois C a les unités du temps, donc se mesure en secondes, et nous l'appelons le temps caractéristique du circuit. De façon générale, lorsqu'on introduit un condensateur dans un circuit électrique, les courants vont dépendre du temps. Dans le circuit précédent, nous avions mis une batterie et à l'instant t égale 0, la charge était nulle. Et nous avons vu que petit à petit, au cours du temps, ce condensateur obtient une charge finale. Imaginons maintenant un condensateur chargé qui porte une charge plus Q à gauche et moins Q à droite, qui est connecté en série avec une résistance et cette fois sans batterie. Nous avons la même équation différentielle que précédemment, mais sans évidemment le potentiel de la batterie. La solution de cette équation est que la charge à l'instant t est égale à la charge initiale multipliée par l'exponentielle de moins t sur RC. Graphiquement, la charge Q diminue au cours du temps de façon exponentielle. Le courant I qui circule dans ce circuit, qui est la dérivée de la charge par rapport au temps, décroît aussi de façon exponentielle. Ce circuit correspond donc à la décharge d'un condensateur qui lui aussi va donner des courants et des charges électriques qui dépendent du temps.